Bonjour. Tout comme les animaux, les plantes ont besoin de se reproduire et d'assurer leur protection contre leurs agresseurs. Leur immobilité ne signifie pas pour autant qu'elles sont sans défense. Il aura également fallu élaborer différents stratagèmes pour se reproduire, favorisés par leur anatomie, et de dissémination de leurs graines. Il existe deux grandes causes de stress chez les plantes. Les facteurs abiotiques, c'est-à-dire physico-chimiques, parmi lesquels la chaleur, contre lesquels les plantes doivent lutter. Pour cela, elles ont développé un certain nombre de stratégies, et notamment la présence de poils sous leur face inférieure, qui leur permet de capter l'humidité ambiante et de la retenir. D'autre part, les stomates, lors de fortes chaleurs, vont se refermer pour éviter les trop grandes pertes d'eau. Une seconde cause de stress est constituée par les facteurs biotiques, c'est-à-dire les êtres vivants, comme cette girafe dans la savane qui broute les acacias. Pour se défendre, ceux-ci possèdent de longues et dures épines d'une dizaine de centimètres. Il émet également un gaz, l'éthylène, qui va diffuser dans l'air et être capté par les acacias environnants. Ceux-ci vont alors fabriquer des tanins très astringents, voire des poisons. De la même façon, toutes les parties de l'if sont empoisonnées, à l'exception de l'enveloppe de son fruit, dont la couleur rouge signale toutefois la toxicité de la graine. Nous venons donc de voir 4 modes de réponse que les plantes peuvent développer pour se protéger des différentes agressions. Si nous voulons comprendre l'analogie qui existe entre la fleur et le fruit, il est nécessaire d'en connaître la structure interne. Que ce soit une tulipe ou une fleur de pommier, l'organisation générale des fleurs reste relativement semblable. Sur une coupe transversale ou bien une simple vue de dessus, la structure interne des fleurs est schématisable avec un diagramme floral. Nous retrouvons, de l'intérieur vers l'extérieur, les sépales qui forment le calice, les pétales qui forment la corolle, les étamines, qui sont les organes reproducteurs mâles, et le pistil, organe reproducteur femelle. Nous retrouvons cette organisation interne, quelle que soit l'espèce de plante à fleurs considérée. Ici, nous avons une fleur de tulipe et un fruit, la pomme. Si nous regardons ce qui s'est passé entre la fleur et le fruit, une fois que celle-ci a été fécondée, nous constatons que les pétales et les sépales ont disparu, ils ont fané. Par contre, la paroi de l'ovaire s'est épaissie pour devenir comestible, en l'occurrence chez la pomme, et les ovules, ici non fécondés, sont devenus des graines. Pour s'assurer de la fécondation croisée, c'est-à-dire éviter l'autofécondation, certaines plantes n'ont pas fait les choses à moitié. Tout comme la plupart des animaux, certaines ont séparé les fleurs mâles sur des pieds mâles et les fleurs femelles sur des pieds femelles. Par exemple, le houblon, l'ortie, le saule, le chanvre, etc. Toutefois, une majorité de plantes portent les fleurs mâles et femelles sur un même pied. C'est le cas par exemple des plants de maïs, où nous trouvons les fleurs femelles dont chaque pistil deviendra un grain de maïs, et les fleurs mâles qui se trouvent au-dessus de la plante. La majorité des fleurs que nous connaissons sont toutefois hermaphrodites, portant à la fois les organes mâles et femelles sur un même plan. C'est le cas des fleurs de cerisier, de poirier, de pommier, etc. Dans ce dernier exemple, afin d'éviter l'autofécondation, les parties mâles et femelles de la fleur, respectivement les étamines et le pistil, arrivent à maturité de façon décalée dans le temps. Les deux vecteurs principaux de dispersion des gamètes et des graines sont les éléments naturels et les animaux. Lorsqu'au printemps, beaucoup d'entre nous sont victimes d'allergies, cela est bien souvent dû au pollen qui est transporté par le vent. C'est l'anémogamie. N'oublions toutefois pas que les plantes aquatiques, elles aussi, ont besoin de se reproduire et de disperser leurs fruits. Dans le cas de la Posidonia oceanica, typique de la Méditerranée, il s'agit donc d'hydrogamie.
Les animaux sont bien évidemment d'importants vecteurs de dissémination du pollen, et notamment les insectes qui contribuent massivement à une pollinisation des fleurs. De la même façon, les oiseaux, ou d'ailleurs tout autre animal, peut contribuer à cette dissémination du pollen. De la même façon que pour le pollen, les vecteurs de dissémination des graines restent les mêmes. Il s'agit du vent, de l'eau, des insectes, des oiseaux, etc. On parle alors respectivement d'anémots, d'hydros, d'entomots et d'ornithocories.